Hello! Alors on se retrouve pour une vidéo, donc pour l'épisode 2 de vos histoires sur des choses paranormales ou des choses qui traitent du sixième sens. Donc le premier épisode, si vous l'avez loupé, il est sur ma chaîne, donc allez voir dans mes autres vidéos. J'espère que vous allez tous et toutes bien et que vous n'avez pas eu trop peur après l'épisode de la dernière fois, que vous avez bien dormi. En tout cas, c'est reparti pour un tour. Je vais vous raconter 12 autres histoires. Je tiens encore une fois à remercier tout le monde, toutes les personnes qui ont participé. Bah c'est parti. Stack my money tall as a mountain. All this ice got me dripping like a fountain. Cette nouvelle vidéo, du coup je vous fais un petit appel à témoignage pour ma prochaine vidéo thread d'horreur. Donc si vous avez fait une mauvaise rencontre un jour ou alors quelqu'un que vous connaissez déjà mais que vous avez une mauvaise expérience traumatisante, donc malsaine, dangereuse avec de la manipulation, ou encore si vous avez rencontré un psychopathe, vécu une tentative d'enlèvement, peu importe quel événement traumatisant, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram pour me raconter votre témoignage ou envoyer par mail si vous n'avez pas Instagram. Je vous mets mon mail en bas dans la barre d'infos. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'à la fin de la vidéo, on va s'attarder sur des petites explications rationnelles sur toutes les histoires qu'on a eues dans l'épisode 1 et l'épisode 2. Je m'entoure de mes coussins pour ne pas avoir peur. On va commencer par l'histoire de Romain. Romain a vécu plein de situations traumatisantes dans son enfance, toujours pour la même raison. Il faisait de la paralysie du sommeil. Sauf que étant petit, il savait pas trop ce qui se passait, il savait pas trop ce qui lui arrivait. D'ailleurs, on va expliquer tout ça de façon scientifique à la fin de la vidéo. Mais pour l'instant, on va prendre le point de vue de Romain quand il était petit. Donc quand il était petit, Romain se réveillait souvent au milieu de la nuit, donc au milieu d'un rêve. Donc à moitié réveillé, c'était très étrange. Il ouvrait les yeux, sauf qu'il était paralysé de tout le reste de son corps. Et vu qu'il était dans le noir, il apercevait des silhouettes un peu lumineuses et des choses qui ressemblaient un petit peu à des visages, donc des formes un petit peu particulières. Et un petit peu comme s'il y avait des personnes en fait au-dessus de lui. Et il sentait aussi une présence, donc une sensation vraiment très bizarre que lui-même décrit comme sensation très étrange de présence, donc comme s'il y avait quelqu'un en fait assis à côté de lui. Tout petit, il faisait très régulièrement ses paralysies du sommeil. Et c'était un petit peu comme si du coup il voyait des esprits la nuit et toutes les nuits, enfin très régulièrement. Donc c'était assez traumatisant pour lui, assez horrible, au point qu'il s'est habitué à dormir du coup avec une petite lumière pour ne pas être complètement dans le noir lorsque ça lui arrivait. Du coup en grandissant on lui a expliqué un petit peu mieux ce que c'était la paralysie du sommeil et on lui a expliqué ça d'un point de vue médical. Je vous explique ça à la fin de la vidéo. Maintenant je vais vous raconter l'histoire de Fanny. Alors l'histoire de Fanny, elle se déroule chez des amis à elle. Donc elle était dans la maison d'amis à elle et elle dormait là-bas avec son copain. Et il s'est passé quelque chose de très étrange dans la nuit. Donc dans la nuit, donc les deux dormaient profondément, tout ça. Elle s'est fait réveiller par un énorme cri, mais un cri horrible de son copain juste à côté d'elle qui hurlait d'horreur. Et elle s'est réveillée et elle a ouvert les yeux et dans la pénombre en fait, elle a vu quelque chose, quelqu'un tirer par les pieds son copain et lui en train de hurler. Du coup elle a vite allumé la lumière, le flash de son téléphone et le temps d'allumer le flash de son téléphone, il n'y avait plus rien. Juste son copain qui était en panique et tout ça parce qu'il était encore en train de hurler tout ça. Et le chat qui était dans la même pièce grognait. Enfin je sais pas vraiment si on peut dire qu'un chat ça grogne mais vous voyez ça faisait comme ça. Le chat regardait dans la même direction en faisant comme ça. Donc très étrange, très bizarre et du coup elle avait vu ce que je viens de vous expliquer juste avant. Donc elle se sentait mal, elle se sentait bizarre et elle a demandé à son copain du coup qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se passe et tout ça. Et son copain, il lui a dit qu'il a senti quelque chose qui le tirait en fait par les pieds comme ça. Et du coup ça l'a réveillé et ça l'a réveillé en hurlant. Et du coup ça l'a réveillé en hurlant, il a eu super peur et comme par hasard il a ressenti la même chose que ce qu'elle a vu avant d'allumer la lumière. Et le chat qui grognait comme ça pour aucune raison. Enfin que des choses étranges, donc ça pouvait pas vraiment être seulement un mauvais rêve de sa part puisqu'elle a vu la même chose. Ou alors peut-être qu'elle aussi elle a halluciné un petit peu vu qu'elle s'est réveillée en sursaut. On sait pas, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que ça fait très très peur. Et elle a appris par la suite que dans la maison dans laquelle ils dormaient, donc la maison d'amis à eux, il s'était déjà passé des choses un petit peu étranges, un petit peu bizarres dans ce genre là.
Maintenant, je vais vous raconter l'histoire de Julien. Donc Julien, c'est pas lui qui m'a raconté son histoire directement. Encore une fois, c'est des prénoms anonymes que je donne depuis tout à l'heure. C'est pas les vrais prénoms des personnes. Donc c'est la copine de Julien qui m'a raconté son histoire. Julien est parti en vacances dans une vieille maison, donc des parents d'un ami à lui. Donc ils sont partis à plusieurs en groupe de garçons. Et déjà une fois arrivés dans la maison, c'était une vieille maison, mais vraiment une très vieille maison, parquet qui craque, plein d'escaliers, plein de petites portes, plein de petites trappes qui mènent à plein de pièces, enfin vous voyez le genre, vraiment maison ancienne qui fait bien flipper. Une fois là-bas, donc les parents avant de partir et de leur laisser la maison, ils faisaient souvent des petites blagues sur les esprits, du genre vous direz bonjour aux esprits pour nous, tout ça. Donc bon, voilà, un peu étrange, mais bon, les blagues à papa, on connaît quoi. La maison elle était vraiment glauque et vraiment très ancienne, vraiment horrible, film d'horreur quoi. Et en visitant la maison tous ensemble et tout ça, ils se sont rendus compte qu'à plein d'endroits dans la maison, il y avait des petites statuettes blanches d'anges. Donc le soir, ils font soirée tous ensemble dans la maison, tout ça. Et au moment d'aller se coucher, Julien dormait dans la même chambre qu'un autre de leurs potes. Et avant d'éteindre la lumière et de se coucher tout ça, ils ont déliré sur le fait que en face du lit, dans une petite alcôve, donc un renfoncement dans le mur, il y avait un petit ange voilà, qui était posé là, tout ça. Ce qui fait que même quand on passait devant, si on mettait un coup de veste ou quoi, on pouvait pas le faire tomber, qu'on ne pouvait pas vraiment l'atteindre. Du coup voilà, la nuit se passe bien. Le lendemain matin, il descend en bas, il déjeune, machin. Et à un moment donné, du coup, pas Julien mais c'est l'autre, donc celui qui a dormi dans la même chambre que lui, monte à l'étage, cherche quelque chose dans la chambre. Et il se met à hurler, à crier de toutes ses forces. Et donc du coup tout le monde monte, dont Julien, et lui pour aller voir qu'est-ce qui se passe. Et en fait il crie parce que au sol, il voit la petite statuette d'ange cassée par terre. En sachant que, encore une fois, comme je l'ai dit, elle était difficilement atteignable, on pouvait pas la faire tomber comme ça. Et c'est ni lui ni Julien qui l'ont fait tomber, parce qu'ils dormaient, c'était eux qui dormaient dans cette chambre. Et ils s'en seraient rendu compte s'ils l'avaient fait tomber, parce qu'il faut vouloir la faire tomber quoi. Puis personne d'autre est rentré dans cette chambre. Et donc le séjour continue tout ça. À la fin du séjour, ils se rendent compte de quelque chose de bizarre. C'est une ancienne maison, du coup il y a souvent des petites portes, des petits passages, des petites trappes, tout ça. Dont un endroit où il y avait une espèce de porte, vous voyez, toute petite, genre d'1,10 m de hauteur quoi, qui s'était jamais ouvert. Donc voilà, elle avait été condamnée, tout ça. Du coup, les parents de leur ami là leur avaient dit que ça s'était jamais ouvert et tout ça, qu'elle était fermée. Ils se rendent compte à un moment donné, pendant leur séjour, que la porte est ouverte. Tout simplement. Bien flippant. Vous savez que rien que de dire cette phrase, ça me fait froid dans le dos. J'ai si peur. Bon, moi j'aurais pas aimé être là-bas à leur place. Bref, ils se sont rendus compte que cette porte était ouverte. Donc vous voyez, la porte s'est ouverte et au centre ici, il y avait une petite statuette d'ange posée là, comme ça, voilà. Elle était là, bien flippante, là où il faut quoi. Il a appris du coup par la suite, donc les parents de son ami chez qui ils étaient, donc la vieille maison, tout ça, il y avait des esprits dans cette maison, mais qu'il fallait pas avoir peur parce que c'était pas des esprits méchants et qu'il s'était déjà passé des choses un petit peu dans ce genre-là. Julien n'a jamais su si c'était une blague ou pas de l'un des potes, tout ça. Mais si c'en était une, c'est un peu étrange parce que ça fait des mois que tout ça s'est passé et personne n'a revendiqué la blague. Et une blague, c'est quand même drôle quand, au bout d'un moment, on peut dire « Ah, c'était moi au fait !» Mais là, personne l'a fait. Maintenant, je vais vous raconter l'histoire d'Amandine. Je vais vous dire pourquoi Amandine, elle a toujours cru aux esprits. Donc Amandine, en fait, elle a quelqu'un qu'elle connaît très bien, qui a un don et qui arrive à rentrer en contact avec les esprits. Et Amandine a grandi avec cette personne, ce qui fait qu'elle a déjà été témoin de situations dans lesquelles cette personne a réussi à rentrer en contact avec les esprits, à apprendre des informations, tout ça, enfin des choses vraiment très bluffantes. C'est pour ça qu'Amandine croit aux esprits durs comme fer, puisque elle en a eu la preuve devant les yeux. Comme on dit, il faut le voir pour le croire, bah pour le coup, c'est totalement ça. Du coup voilà, c'est une histoire très courte, je sais même pas si on peut dire que c'est une histoire, c'est plus une information, une anecdote. Mais je trouve ça quand même bluffant de se dire qu'elle a assisté à des choses aussi importantes et aussi concrètes en ce qui concerne les esprits, qui fait qu'elle peut pas ne pas y croire. Il est temps maintenant de vous raconter l'histoire de Clément. Clément a 21 ans. Il vit dans un petit appartement et depuis qu'il a déménagé dans cet appartement, il se réveille toutes les nuits, mais vraiment toutes les nuits, entre 4h et 5h du matin. Au début, il s'est dit que c'était sûrement son corps qui était un peu réglé comme ça, vous savez, comme quand on fait
souvent des grasses mat, ou quand on se couche souvent tard, des fois on est déréglé, on se réveille tout seul à certains moments, tout ça. Sauf que c'était tout le temps. Et un jour il en a parlé à un ami à lui qui est très renseigné, on va dire, sur tout ce qui est spirituel, esprit, tout ça. Et cet ami lui a dit que en fait c'est pas du tout son corps qui est réglé et tout ça, mais s'il se réveille à cette heure-là, c'est pas un hasard. Parce qu'entre 4h et 5h du matin, c'est ce qu'on appelle l'heure de l'éveil spirituel. En gros, l'éveil spirituel, c'est l'heure la plus propice à laquelle on peut rencontrer des esprits. Et du coup, apparemment, selon son ami, le fait qu'il se réveille très souvent à cette heure-là, ça signifierait qu'un esprit essaierait de rentrer en contact avec lui. Maintenant, je vais vous raconter l'histoire de Lisa. Donc Lisa, elle a vécu plusieurs expériences traumatisantes quand elle était petite, notamment dans la maison dans laquelle elle a grandi. En fait, il se passait quelque chose de bizarre toutes les nuits. Toutes les nuits, entre 4h et 5h du matin à peu près, sa chaîne Wi-Fi, elle se démarrait toute seule et elle se branchait toutes les nuits à cette heure-là, du coup sur la même fréquence. Ce qui était étrange en plus, c'est que c'était une fréquence sur laquelle il y avait du piano et des paroles de la Bible qui étaient récitées. Donc au début, quand elle était petite et tout ça, elle se disait que c'était un bug parce que bah voilà, elle avait une chaîne Wi-Fi chelou. Sauf que c'était vraiment tous les soirs, tout le temps, la même chose et la même fréquence. Même si elle changeait la fréquence la journée et tout ça, ça se remettait sur celle-ci le soir à la même heure. Et en fait, en grandissant, elle a appris par la suite que les anciens propriétaires de la maison, c'était une famille très croyante et ses parents jouaient beaucoup de piano tout le temps. Il se trouve que le mari de cette famille, après avoir perdu sa femme, il s'est suicidé dans la maison. Du coup, ça fait quand même des éléments et des coïncidences assez étranges pour ne pas faire le lien. Donc, comme je disais, c'était un homme croyant qui jouait beaucoup de piano et qui est décédé dans la maison. Et la chaîne Wi-Fi se réveille tous les soirs entre 4h et 5h du matin, donc l'heure, comme on l'a dit tout à l'heure, de l'éveil spirituel à ce qui paraît, et comme par hasard sur une fréquence de piano avec des paroles de la Bible. Moi, dans tous les cas, je suis personne pour affirmer que quelque chose existe ou quelque chose n'existe pas tant que j'ai pas les preuves devant les yeux. Donc je suis neutre. Voilà, c'est le mot, je suis neutre. Neutre et très peureuse. Je sais pas si ça va ensemble. Maintenant, je vais vous raconter l'histoire de Justine. Donc Justine a perdu sa grand-mère assez jeune, donc à l'âge de 7 ans. Elle était chez sa cousine, donc quelques temps après. Elles étaient en train de parler toutes les deux dans le salon, donc avec une lumière assez tamisée, qui faisait facilement des ombres, vous voyez. Elles parlaient toutes les deux et Justine regardait le plafond pendant qu'elle parlait avec sa cousine, tout ça. Et dans le plafond, elle voit passer une ombre. Mais pas juste une ombre, vite fait. Une ombre où elle reconnaît une silhouette et quelqu'un qui porte un grand chapeau. Et en fait, ça a troublé Justine parce que sa grand-mère était une femme qui portait tout le temps des grands chapeaux. Donc elle est persuadée en fait que l'ombre qu'elle a aperçue, c'est sa grand-mère qui passait par là parce que Justine et sa cousine étaient toutes les deux en train de parler d'elle. Et du coup, elle serait passée leur rendre visite. Dans la famille de la cousine à Justine, donc on va appeler Annie, il s'est passé quelque chose d'étrange aussi. Donc Annie, en fait, elle a perdu son grand-père. Et du coup, un jour, en repas de famille, il y avait un de ses oncles qui croit pas du tout aux esprits, qui a vu quelque chose d'étrange. Donc la télé s'est éteinte d'un coup pendant le repas et il y a eu un grand flash dans la télé. Et pendant le grand flash, son oncle a vu dans le reflet de la télé son grand-père. Il a vu le visage du grand-père comme s'il était là. Alors que c'est quelqu'un qui croit pas du tout aux esprits. Donc c'est assez étrange quand même comme situation. Ensuite, je vais vous raconter l'histoire de Bastien. Donc, Bastien, c'est un jeune de 20 ans qui va souvent faire du woofing l'été avec sa copine. Donc du woofing, ça consiste à aller chez quelqu'un, travailler pour lui et en échange t'es nourri et logé. Donc ça fait une petite expérience sympa pendant des vacances. Du coup, un été, il est parti faire du woofing avec sa copine chez un homme qu'il ne connaissait pas. En arrivant là-bas, il se sont rendu compte que l'homme était un petit peu bizarre, un petit peu étrange. Mais rien de bizarre, il a juste l'air un peu perché. Par exemple, il leur a dit, pendant qu'il se présentait, qu'il montrait la maison, tout ça, il leur a dit qu'il était persuadé d'être à sa 7e vie et qu'il n'avait pas fait des choses très bien dans ses anciennes vies et qu'il essaie de se racheter aujourd'hui, tout ça. Donc moi j'aurais eu très peur personnellement, je me serais dit c'est un mec vraiment très chelou, c'est un psychopathe qui va me tuer dans la nuit. Mais eux ils n'ont pas eu peur, ils se sont juste dit qu'il était perché, ils ont pris ça entre guillemets à la rigolade. Sauf que pendant la visite de la maison,
il s'est passé quelque chose de bizarre. Donc pendant que l'homme était en train de leur parler, d'un coup il est devenu chelou, il a commencé à avoir des spasmes et tout ça. En fait Bastien il a ressenti des choses ultra étranges, des frissons, il s'est senti vraiment bizarre. Il s'est dit que peut-être que c'est l'ambiance du lieu plus le mec un peu bizarre qui l'a fait se sentir mal, mais c'était quand même étrange la sensation qu'il ressentait. L'homme du boofing leur a dit juste après ah je suis désolée, ça m'arrive souvent ce genre de situation, en fait c'est les esprits, ils veulent rentrer en contact avec moi, ils veulent me dire des choses, et du coup ça m'arrive très souvent ce genre de situation. Donc Bastien s'est senti encore plus perturbé parce qu'il s'est dit qu'il s'est senti mal et que peut-être qu'en fait lui aussi il a ressenti des choses. Ça se trouve ce qu'il a ressenti, la sensation qu'il a eue, c'est ça, lui aussi il a ressenti qu'on essayait de rentrer en contact et tout ça, il sait pas trop. Mais il se dit que c'est surtout peut-être le lieu angoissant plus le mec angoissant qui l'a fait se sentir juste un peu mal sur le moment. Ensuite, je vais vous raconter l'histoire de Lucille. Son histoire à Lucille, elle s'est passée quand elle était jeune et ça s'est passé en Colombie. Donc en fait, Lucille est colombienne. Et un été, elle est allée voir sa famille en Colombie. Et pour vous placer le contexte, la famille de Lucille en Colombie habite dans un village dans lequel ses grands-parents, il me semble, avaient construit un grand bâtiment donc, qui sert d'école. Je dis grand bâtiment parce que c'est quand même un bâtiment qui fait 3-4 étages. Et du coup c'est pas juste une petite école basse tout ça, c'était l'école du village. Sauf qu'un jour, donc il y a longtemps, un bus, donc un car rempli de gens, d'enfants, de femmes, de bébés, enfin de plein de gens, s'est craché contre le mur de cette école. En fait ça a été un accident vraiment horrible parce qu'il y a eu beaucoup de morts. Et il y a une tradition en Colombie, je sais pas si c'est une tradition tout le temps ou pas, après Lucille m'a dit que là-bas la tradition en tout cas c'était d'enterrer les personnes à l'endroit où elles sont décédées. C'est pourquoi les personnes qui sont mortes dans le crash du bus ont été enterrées du coup au côté du bâtiment, donc sous terre. Elle est partie voir sa famille en Colombie. Donc c'était plus vraiment une école, mais c'était le bâtiment, il servait du coup aux oncles du coup de sa famille. Il y avait un espèce d'atelier où il faisait des meubles et tout ça. Et du coup en étant petite en Colombie, quand elle était là-bas, elle et ses cousins, donc elle et ses 2 cousins, avaient envie de jouer et de construire une cabane. Et du coup pour construire leur cabane, ils se sont dit qu'ils allaient aller chercher du matériel et tout ça dans l'atelier de ses oncles, donc dans le grand bâtiment. Et il faut savoir que du coup ce bâtiment, il était soi-disant un peu hanté et habité par les esprits du coup qui sont morts dans le crash de bus et qui ont été enterrés sous terre là-bas. En fait pour entrer dans ce bâtiment, il y a une énorme porte très lourde que des enfants ne peuvent pas pousser tout seuls, qui du coup là a été entrouverte, donc tenue par une pierre. Et du coup tous les 3 rentrent dans le bâtiment, tout ça. Et en fait ses cousins, pour lui faire une blague à elle et lui faire peur, ils ont refermé la porte derrière eux. Donc ils se sont retrouvés tous les 3 dans le bâtiment avec la porte fermée, qui a claqué et tout ça. Du coup elle a eu super peur et tout. Et eux ils ont rigolé et tout ça, sauf qu'ils ont commencé à avoir peur aussi. Parce qu'en fait ils se sont rendus compte qu'ils étaient trop petits et trop faibles pour pousser cette grosse porte et du coup pour rouvrir la porte. Donc ils se sont retrouvés enfermés dans le bâtiment. Parce que impossible de pousser la porte pour ressortir. Et du coup ils ont commencé à avoir peur tous les 3 et tout, parce que eux ils avaient fait une blague mais un peu bête, du coup au final ils avaient peur aussi. Et du coup ils se mettent à crier, on est coincés, aidez-nous s'il vous plaît, ouvrez-nous et tout ça, on est coincés dans l'école, à crier fort et tout pour que les gens les entendent à l'extérieur. Et du coup là ils entendent une voix de jeune fille qui leur répond. Moi aussi je suis coincée dans le bâtiment et tout ça, c'est pareil, j'arrive pas à sortir et tout ça, je suis à l'étage. Ils entendent tous les 3 cette voix qui vient de l'étage du dessus. Et du coup ils se disent ah bah il y a leur cousine qui était venue aussi dans le bâtiment et qui s'est retrouvée coincée. Sa cousine elle a un petit frère, donc un tout petit bébé. Et là ils entendent pleurer, ils entendent des pleurs de bébé en plus de la voix. Ils se disent que c'est leur cousine avec leur petit cousin. Qui est coincé aussi, s'ils continuent à crier et tout pour que quelqu'un vienne les sortir de là. Et à un moment donné, du coup, il y a ses oncles, sa famille et tout qui se rendent compte qu'ils sont toujours pas rentrés. Donc ils viennent leur ouvrir la porte et tout, qui les décoincent, qui les font sortir et tout ça, donc ils sont contents. Sauf que en arrivant chez eux, ils se rendent compte que leur cousine et leur petit cousin, le bébé, ils sont à la maison. Donc ils étaient pas dans le bâtiment. Et du coup, dans le bâtiment, il y avait personne d'autre à part eux 3. Ils ne savent pas du tout avec qui ils ont parlé. Il pouvait y avoir personne d'autre en fait dans le bâtiment à part eux. Il y avait personne à l'étage. Et du coup, Lucille, elle est persuadée à ce moment-là, en fait, elle comprend tout et elle pense sincèrement avoir parlé à une femme et son enfant qui sont morts pendant l'accident
et son esprit qui est resté errer sur le lieu, donc dans la maison. Selon elle, c'est ça en fait, elle a parlé à l'esprit en fait. Les trois, donc les deux cousins et Lucille, ont été vraiment très traumatisés de ce qui s'est passé. Du coup, merci Lucille hein, de nous avoir communiqué cette histoire. Je trouve que c'est une des histoires qui m'a le plus impressionnée. Maintenant, je vais vous raconter l'histoire de Maxime. C'est un jeune homme qui vient de Martinique. Du coup, en Martinique, il y a beaucoup de légendes et il a déjà vécu des choses un peu particulières là-bas. Donc, il faut déjà savoir qu'il y a une légende en Martinique. J'espère que je vais bien la raconter et parce que je suis pas sûre d'avoir tout bien compris. Donc, si vous êtes des Martiniquais ou des personnes qui connaissent cette légende, je suis désolée si je dis n'importe quoi. Donc il y a une légende, donc c'est la légende de l'Antique, qui serait que une personne avare en fait, qui veut toujours plus, toujours tout le temps, aurait pris un œuf de poule, donc si je vous raconte la légende, et l'aurait couvé sous son aisselle pendant 30 jours très exactement. Et avec le temps, ça aurait fait éclore une créature maléfique. Donc une créature qui, une fois qu'elle est née, est allée voler en fait tout ce que son maître veut. Sauf que cette créature, elle veut toujours plus. Et elle finit du coup par être abandonnée par son maître, qui ne peut plus la nourrir. Et du coup, la légende dit que cette créature serait dans la nature et pour se nourrir, tuerait des êtres vivants. Donc des animaux, du bétail et parfois même des enfants. Du coup, Maxime raconte qu'une fois en Martinique, il était avec des amis à lui en voiture et ils se baladaient et ils sont passés à côté d'un champ. Donc il était tard, il était 23h, donc il faisait nuit. Et là, il s'est passé quelque chose de très étrange. Ils ont entendu un énorme cri d'animal, donc un cri d'animal vraiment qui se fait égorger, un cri horrible. Et en même temps que ce cri d'animal, ils ont entendu un cri très strident, qui est par contre un cri pas du tout ni humain, ni animal, enfin pas un cri d'être vivant en fait. Et ils ont tout de suite pensé du coup à cette créature, à cette légende, parce que eux en fait ils y croient, et du coup ils ont été persuadés que c'est ça qu'ils ont entendu, donc le cri strident de la créature qui tuait un animal pour se nourrir. Ce qui s'est passé, c'est que pile à ce moment-là, il y a eu une énorme en plus rafale de vent. C'était un champ de canne, donc du coup le champ de canne s'est affaissé. Et du coup tout ça en même temps, ils ont eu très peur et du coup ils ont vite fait demi-tour et ils sont partis et ils ont eu très peur, ça les a traumatisés et ils sont persuadés du coup d'avoir croisé le chemin en fait de cette créature. Pour finir cette vidéo, je vais vous raconter deux dernières histoires qui elles traitent plus du sixième sens. Donc la première histoire, c'est l'histoire de John. Donc John en fait, il est dans une école pour devenir pilote d'avion. Ce qui fait qu'il pilote régulièrement des avions, tout ça, avec des binômes, etc. Et un jour, il était en vol avec un binôme. Le vol se passait bien et tout ça, malgré le fait qu'il y ait une météo vraiment pas très bonne. Et en fait, soudain, pendant le vol, les deux se sont sentis pas très bien et ont senti qu'il fallait qu'ils s'arrêtent, qu'il fallait qu'ils atterrissent en urgence parce qu'il y avait un problème. Mais ils savaient pas quel problème, et il y avait rien qui leur indiquait concrètement qu'il y avait un souci en fait. Donc très étrange, très bizarre, mais du coup ils ont écouté leur intuition, ils se sont arrêtés en urgence à un endroit qui est pas du tout dans leur zone dans laquelle ils doivent s'arrêter normalement. Et même pas 30 secondes après s'être posés sur la terre ferme, le moteur de l'avion s'est arrêté. Donc comment vous dire qu'ils ont bien fait d'écouter leur intuition et de descendre. Et en fait, en regardant, il y avait un avion qui s'était coincé du coup dans le moteur, qui s'était fait engloutir. Donc imaginez si c'était arrivé en plein vol. Ce jour-là, ils ont vraiment eu une intuition. Donc John, il sait pas si c'est que vraiment peut-être que le moteur était un peu bizarre et que du coup inconsciemment ils ont senti que l'avion était devenu bizarre, ou si, je sais pas, ils ont senti le choc au moment où l'oiseau est rentré dans le moteur. Ils savent pas trop, mais en tout cas il s'est passé quelque chose qui a pas trop d'explication. Et pour finir, c'est l'histoire d'Andrea. Andrea s'est évanouie d'un coup, un jour, au moment pile où sa grand-mère est décédée. Elle s'est pas évanouie parce qu'elle a appris le décès de sa grand-mère, mais elle s'est évanouie sans savoir pourquoi d'un coup. Et elle a appris du coup par la suite que c'est le moment où sa grand-mère est décédée, c'est le moment où elle est tombée dans les pommes. Et en fait, elle est persuadée du coup avec le recul que c'est peut-être pas une coïncidence et que c'est peut-être juste qu'en fait elle a un lien très fort avec sa grand-mère et que ce lien particulier qu'elles ont entre elles a fait qu'elle a ressenti les choses en fait et c'est pour ça qu'elle s'est évanouie. Alors c'est parti, on passe à la partie explication rationnelle. Donc c'est fini pour les histoires dans cette vidéo et maintenant je vais vous parler un petit peu des recherches que j'ai pu faire pour avoir des explications plutôt scientifiques
de pourquoi parfois on peut voir des esprits, on peut vivre des choses paranormales. Premièrement, je vais vous parler de l'effet idéomoteur. Donc je sais pas si vous connaissez, et je vais surtout vous lire un petit peu un article. Donc l'effet idéomoteur, c'est lié à la toute première histoire que j'ai racontée dans ma première vidéo sur le fait d'appeler les esprits, vous voyez, avec les lettres, le verre et tout ça. Et ça expliquerait en fait qu'est-ce qui se passe, pourquoi le verre bouge. Donc je vais vous mettre les liens dans la barre d'infos. Donc je vais vous lire ce que j'ai trouvé sur l'effet idéomoteur. Pour faire simple, en gros, l'effet idéomoteur, c'est un mouvement musculaire inconscient, vraiment involontaire, qui va se faire en fait. On bouge sans qu'on l'ait voulu et du coup sans qu'on en soit même conscient et au courant. Donc lors d'une séance de Ouija, le cerveau crée inconsciemment des images en réponse aux questions posées à l'esprit. Il transfère ensuite les mouvements au corps, mais sans que l'on en soit conscient. La goutte sert ainsi à canaliser ces mouvements en concentrant l'attention. Lorsqu'on appelle les esprits avec le verre, ça peut le faire bouger, le mettre en mouvement, à cause de nos muscles, vous voyez. Les mouvements provoqués par l'effet idéomoteur n'étant pas conscients, il est très difficile d'admettre que nous en sommes effectivement les auteurs. Ce qui paraît, si on bande les yeux des personnes, vu que le cerveau ne visualise pas ce qui se passe, il ne peut pas imaginer et du coup l'effet idéomoteur ne peut pas se faire et ça voudrait dire que le verre ne bouge pas. Voilà, donc pour moi c'est assez clair. Si vous avez besoin, je vous mets l'article en barre d'infos. Ensuite, tout simplement, il y a ce qu'on appelle les hallucinations. Ça peut aussi arriver à des personnes saines d'esprit qui n'ont pas forcément de troubles particuliers. Donc je vais juste vous lire la définition d'une hallucination. Une hallucination est une perception erronée d'un stimulus qui n'existe pas. Plus concrètement, l'individu perçoit une information qui n'est pas réelle. Et du coup, dans les facteurs et causes des hallucinations, on a les chocs émotionnels. J'ai remarqué souvent que dans les histoires que j'ai pu raconter, beaucoup des apparitions, tout ça, ont eu lieu après des chocs émotionnels. On peut tellement se persuader dans sa tête de vouloir voir quelque chose, au contraire d'avoir peur de voir quelque chose, qu'on peut croire l'avoir vu au plus profond de nous-mêmes. Au fond, on l'a un peu vu puisque c'est notre cerveau qui a créé cette vision. J'ai une explication aussi sur l'histoire, je sais pas si vous vous rappelez, mais du coup des 3 voitures qui se sont doublées à la suite une nuit dans la montagne et tout ça. Donc c'est dans mon premier épisode, donc je vous laisse aller le voir si vous n'avez pas vu. Donc je sais pas si c'est ça ou non, mais j'ai entendu dire qu'il y avait beaucoup de trafic, tout ça de drogue, etc. Qui passaient par la montagne, du coup entre l'Italie et la France. Donc ils peuvent passer par cette route-là notamment. Et en fait souvent c'est des go fast, donc c'est-à-dire que c'est des voitures de luxe un peu teintées tout ça qui vont très vite, donc ça expliquerait que ça double. Et souvent ils sont plusieurs et pour pas se faire repérer, ils ont la même plaque d'immatriculation et la même voiture. Et pour finir, je vais vous parler de la paralysie du sommeil et vous expliquer scientifiquement quelles en sont les causes. Donc déjà, je peux vous parler de mon expérience à moi. Donc je fais des paralysies du sommeil, pas aussi poussées heureusement que le témoignage que j'ai pu raconter. Je me réveille mais je ne peux pas bouger, ni parler. Je ne peux rien faire. Et je sais, je suis réveillée et je veux me réveiller en vrai physiquement, mais je n'y arrive pas. Donc voilà, je vais vous expliquer, vous allez mieux comprendre avec l'explication scientifique de qu'est-ce que c'est la paralysie du sommeil. Donc j'ai trouvé ça sur le Figaro Santé. En réalité, il faudrait plutôt parler de paralysie du réveil. Un phénomène rare mais bien connu des médecins. Cela peut survenir au moment de l'endormissement ou si la personne se réveille pendant une phase de sommeil paradoxale, par exemple celle où nous rêvons. Durant cette phase, l'activité cérébrale est intense, mais la communication entre le cerveau et les muscles est coupée. Et lorsqu'une personne se réveille au milieu d'une phase de sommeil paradoxal, il peut y avoir une courte période où l'hypotonie musculaire se maintient alors que le cerveau est lui parfaitement réveillé. Du coup, le lien entre le cerveau et les muscles est coupé et n'est pas encore rétabli et ça prend un petit temps. Ce qui fait que notre cerveau est réveillé, mais vu que le lien n'est pas fait avec le reste de notre corps, et ben on ne peut pas bouger. Et ben voilà, j'espère que ça vous a intéressé, donc la phase histoire et aussi la petite phase explication rationnelle. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que cette série de 2 épisodes sur ce sujet vous a plu. Dites-le moi en commentaire si vous voulez que je fasse d'autres vidéos sur d'autres thèmes, pareil où je raconte vos témoignages et tout ça. Du coup, n'hésitez pas à partager cette vidéo à des personnes que ça peut intéresser, surtout pour les explications de la fin aussi. N'hésitez pas à aimer cette vidéo avec un petit pouce bleu si vous avez aimé, à aller me suivre sur mon compte Instagram, donc c'est Théa l'origine. En tout cas, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!